Merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette conférence donc, sur l'observation collective ou participative, ça dépend le vocabulaire qu'on préfère employer, de la comète hyperactive Hartley 2. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis également journaliste à Ciel et Espace, donc peut-être vous m'avez lu dans les colonnes du magazine et du site web, où je traite d'ailleurs des expériences que j'organise par ailleurs sur ces thématiques. Voilà, donc je suis journaliste à Ciel et Espace et donc employé de l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui de 2021 à 2023 a été proactive dans l'organisation de campagnes d'astronomie participative, notamment sous ma houlette. J'avais également une collègue, Marie Grand, qui n'est plus à l'AFA mais qui a aidé dans cette voie-là. Et donc, la première année, on a organisé une campagne d'astronomie participative autour de l'exoplanète WASP 148b, observée par la technique des transits, assez connue. Donc, en deux mots, lorsque la planète passe devant son étoile, elle fait chuter légèrement la luminosité de l'étoile et on peut retracer le profil de l'orbite de l'exoplanète en question. Donc, on a fait ça en 2021 avec une petite participation, quelques dizaines d'observateurs, pour une campagne... Voilà, une expérience qui était quand même assez technique, mais c'était déjà mettre le pied à l'étrier. En 2022, ça a été le sujet de quelques autres présentations dans cette salle aujourd'hui, on s'est passionné pour l'astéroïde Eurybat, qu'on a détecté et dont on a dessiné le profil grâce à la technique des occultations stellaires présentée par Jocelyn Desmar et Raphaël Lallemand juste avant dans cette même salle. Très grosse campagne sur toute la France. J'ai poussé énormément pour que la mobilisation soit la plus grande possible. Ça a assez bien marché en termes de communication. On a eu près de 1000 inscrits. Les médias en ont parlé, la presse en a parlé. Et c'était pas un luxe d'être aussi nombreux parce que le soir du 23 octobre 2022, la météo a été assez maussade. Donc il était bien qu'on soit très nombreux pour que certains d'entre nous aient la chance d'avoir du beau temps. Et donc c'était d'ailleurs un défaut de cette campagne scientifique, c'est qu'on était, comment dire, pieds et poings liés à la météo pour une nuit donnée, donc tout pouvait s'écrouler en cas de mauvais temps. En 2023, on s'est dit, allez, nouvelle année, nouvelle cible, nouveau sujet scientifique, et pourquoi pas une comète, notamment sur la suggestion de Unistellar, qui développe ces télescopes intelligents qui sont capables qui sont bien pratiques pour faire ces campagnes d'observation participative. Avec l'avantage qu'une comète, lorsqu'elle passe, n'est pas observable, à l'inverse d'une occultation d'astéroïdes à un instant précis, mais bien plusieurs jours de suite, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on peut comme ça se jouer de la météo et s'il fait nuageux une nuit, attendre la suivante pour pouvoir observer la comète. Oui, mais quelle comète? Alors, puisqu'on va parler de comète, avant toute chose, j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous, je pense, mais juste un point de vocabulaire sur les différentes choses, les différents composants d'une comète. Donc, vous avez le noyau au centre de la comète qui, souvent, on ne le voit pas, il est trop petit pour être résolu et trop lointain. Et puis, de toute manière, il est noyé dans le reste du signal de la comète. Vous avez autour de ce noyau ce qu'on appelle la coma, donc qui est toute la lumière qui résulte des poussières et du gaz que la comète éjecte dans l'espace et qui qui est également appelée la chevelure, ce que je trouve être une terminologie un petit peu qui brouille un peu le signal, puisque une chevelure évoque plus les queues. Donc quand on parle de chevelure, on parle bien de la coma et bien sûr les queues d'une comète qui sont spectaculaires lorsque la comète est assez proche et assez brillante pour en dévoiler. Alors je vous disais, on s'est demandé quelle comète observer, donc on a réfléchi à quelle cible trouver, sur quelle cible se pencher, avec différents critères. Le premier est que la cible soit facile à observer, en fait une comète brillante, tout simplement, pour réunir le plus grand nombre d'observateurs possible. Ça c'est vraiment un critère des campagnes de sciences participatives que j'ai organisées, c'est qu'elles puissent inclure le plus de monde possible, sans trop de limitations à cause du matériel, ou à cause de la difficulté du sujet scientifique. C'est d'ailleurs le deuxième critère, quelque chose d'observable avec une caméra au foyer d'un télescope, mais également en visuel si possible, comme ça tout le monde n'est pas doté du système complet avec la caméra astro ou de quoi fixer son appareil photo sur un télescope.
Et puis une cible intéressante scientifiquement, qui puisse déboucher, dont l'observation pourrait déboucher sur des résultats scientifiques publiables dans les revues à comité de lecture. Sinon, en fait, on fait pas on fait pas de la science participative, on fait pas de la recherche. On observe une comète pour le plaisir, pour l'esthétisme, mais pour que ce soit de la science, il faut que ce soit voilà, une découverte, qu'il y ait une découverte à la clé. Et en fait, réunir la facilité avec l'utilité scientifique, réunir ces deux critères, c'est difficile parce que tout ce qui est facile à faire a déjà été fait et a déjà donné lieu à des découvertes scientifiques, et tout ce qui n'a pas donné lieu à des découvertes scientifiques est difficile à faire, donc ne va pas inclure beaucoup de gens. Donc ça demande un petit casse-tête, même pour Batman. Voilà. Alors, parmi les cibles qui nous ont été proposées en concertation avec Unistellar et l'Institut SETI, il y a eu C 2021 T4 Lemon, C 2023 E1 Atlas, qui en fait ont culminé à une magnitude de 8 ou 9, donc des choses assez intéressantes. Pour des questions de calendrier, ça correspondait pas, ça n'allait pas pour nous. Et puis Nicolas Biver, spécialiste de comètes à l'Observatoire de Paris, que j'ai consulté dans cette optique, m'a dit au printemps 2023, peut-être que le retour de 103P Hartley 2 cet automne, avec un maximum vers la magnitude 8 à la mi-octobre, serait plus approprié. Elle ne devrait pas être trop diffuse a priori, mais pas non plus très condensée. Et donc, on a choisi cette comète 103P Hartley, également surnommée Hartley 2, parce que c'est la deuxième comète découverte par l'astronome britannique Malcolm Hartley en 1986, ça c'est une comète découverte assez récemment, qui a une période courte de 6,5 ans, donc une comète qui revient régulièrement, et qui tous les deux passages en fait passent proche de la Terre. En 97, en 2010, en 2023, voilà, son orbite coïncide un peu avec il y a un rapprochement avec la Terre, ce qui la rend particulièrement brillante. Et puis, c'est une comète hyperactive. Alors, une comète hyperactive, en deux mots, c'est une catégorie de comètes dont les contours, les limites sont un peu floues, mais ça désigne les comètes qui, à l'approche du Soleil, dégagent davantage de vapeur d'eau que ne peut en produire en théorie leur surface. Voilà, en fait, on peut déduire, on peut mesurer la quantité de vapeur d'eau produite par la comète. On a des modèles de taille de comète qui suggéreraient qu'elle va produire une quantité donnée de vapeur d'eau, et puis en fait elle en produit trop par rapport à ce que disent les modèles. Donc on classe ces comètes dans la catégorie hyperactive. En 2025, l'approche d'Hartley 2 était la deuxième plus favorable à son observation depuis sa découverte. Le passage précédent, le deux passages plus tôt en 2010, elle était encore plus proche, donc encore plus brillante. C'est ce qui a donné lieu à des photos vraiment très esthétiques, dont vous avez eu quelques-unes en vert. Voilà, ça c'était sa trajectoire à une vitesse de défilement de 6 jours par seconde. Donc vous avez vu qu'elle s'est rapprochée de la Terre au mois d'octobre, tout en passant à son périhélie à quelques jours d'intervalle, puis s'est éloignée. Voilà, c'est sur cette période temporelle qu'on a observé Hartley 2. Et puis, et ça c'est très précieux en science, Hartley 2 est une des rares comètes à avoir été survolée par une sonde spatiale. Donc ça c'est le tableau de la page Wikipédia des petits corps survolés par des sondes spatiales. En tout, il y a 18 planètes mineures, enfin planètes mineures désignant l'ensemble des petits corps. Il y a 18 planètes mineures qui ont été survolées par des sondes spatiales, dont seulement 8 comètes. Vous voyez Hartley 2 en bas à gauche avec le nom de la mission qu'il a survolée, donc la mission Deep Impact, rebaptisée en fait, dont la cible principale était l'astéroïde Tempel, et puis qui a été rebaptisée Epoxy. Donc cette même sonde, c'est la même sonde, mais la mission a été rebaptisée Epoxy lorsque une seconde cible lui a été assignée. Cette seconde cible était Hartley 2. Et vous voyez donc des photos ici à droite du survol de Deep Impact, enfin de Epoxy du coup, auprès d'Hartley 2, avec notamment voilà, cette vue assez parlante de toute la matière que dégage la comète, des espèces de boules de neige, et qui témoignent de son caractère hyperactif. Donc l'expérience qu'on a montée
que j'ai montée, c'est une expérience de photométrie. Donc la photométrie étant la pratique de mesurer la quantité de photons, mesurer la quantité de lumière qui nous parvient d'une cible, avec pour objectif de tracer cette courbe de lumière. Donc vous voyez qu'elle commence à être tracée. Ici, ça c'était dans les mois qui ont précédé le début de notre campagne d'observation. Chaque point noir est une mesure de luminosité, une mesure de magnitude de la comète par un observateur à une date donnée. En les mettant tout ensemble, on peut voilà, faire passer un modèle selon certains critères par ces points, et donc mesurer la hausse de luminosité de la comète à mesure qu'elle s'approche de la Terre, et puis sa baisse de luminosité à mesure qu'elle s'éloigne, avec un pic ici prédit pour Hartley 2 autour d'une magnitude de 8. Et donc j'ai envoyé ce message, chaque point est une mesure de magnitude que vous pouvez fournir à votre tour, et c'était voilà, fournir ce point de mesure qu'on a demandé aux observateurs. Donc pour organiser une campagne d'astronomie participative, une fois qu'on a choisi notre sujet scientifique et la question, disons l'expérience, dessiner les contours de l'expérience à conduire, eh ben, il faut mobiliser du monde, donc ça a été un petit peu mon boulot. On avait déjà une newsletter et une communauté de participants issus de nos précédentes expériences, et notamment Euribat, près de 1000 personnes inscrites, donc ça fait du monde à qui s'adresser. Et on a lancé officiellement, j'ai lancé officiellement la campagne le 4 septembre 2023 en envoyant cet email. Voilà. Une campagne de sciences participatives ambitieuse, facile et ouverte à tous, autour de la comète 103P Hartley, alias Hartley 2. La presse s'en est saisie, un petit peu moins que Ribat, donc bien sûr j'ai écrit des articles dans Ciel et Espace. Dans ce Ciel et Espace là, dont on voit les exoplanètes sur la première de couverture, il y avait un article dans le magazine, puis également sur le site internet ciel-et-espace.fr. Il y a un autre média qui s'est intéressé à ça, c'est Le Point, qui a titré « Tout savoir sur la comète que vous pourrez observer en octobre », et donc qui a décrit un petit peu les contours de l'expérience participative. J'avais également fait ce spot publicitaire, alors je ne sais pas si on va l'entendre, peut-être pas, si. Voilà, un petit peu, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer sur les smartphones. Et d'ailleurs, j'ai pas posé la question, je voulais la poser à main levée. Qui a participé à cette campagne? Est-ce qu'il y a des participants? 1, 2, 3, 4, 5? Ouais, ok, donc une demi-douzaine de personnes. Merci d'être venus. Donc ça, c'était son passage en bas, là, sur la voûte céleste. Elle a traversé, en gros, les Gémeaux. Donc voilà, quelque chose d'un peu péchu pour se motiver et recruter du monde. Et puis, en parallèle de mobiliser les troupes, il faut entraîner les troupes et s'entraîner, et m'entraîner moi-même. Enfin, moi j'ai fait de la photométrie dans le passé, mais j'étais assez rouillé, et avait oublié beaucoup de choses. Donc pour ce faire, j'ai monté deux tutos vidéo, avec donc un pour apprendre à ajouter la comète dans Stellarium, et puis l'autre pour apprendre à estimer la magnitude d'une comète soi-même, parce que l'objectif était de ne pas demander aux participants juste de fournir leurs photos de comètes, mais qu'ils fassent eux-mêmes la mesure de photométrie, et voilà. Et puis ça nous enlève du travail bien sûr également, mais tout ça c'est vertueux puisque la personne apprend elle-même à faire, et d'ailleurs c'est ce que souhaitent les gens, et nous on n'a pas les moyens, le workforce pour tout analyser nous-mêmes. Avec hein? Comment? Ouais, pardon pour l'anglicisme. Avec la volonté de faire des tutos qui peuvent durer dans le temps. En fait, ajouter une comète dans Stellarium, le tuto est toujours là, hein. Enfin, vous pouvez l'utiliser, et puis le deuxième également, hein. Ce qui n'avait pas été le cas pour Euribat. En fait, Euribat, j'avais plutôt fonctionné en choses ponctuelles qui servaient que pour la campagne d'Euribat, mais j'ai réalisé que c'était dommage de ne pas capitaliser là-dessus pour d'autres sujets scientifiques. On a organisé le webinaire de lancement qui a eu lieu le 11 septembre 2023 avec une séance de questions-réponses en présence de Nicolas Biver, Alain Doressundiram, tous deux à l'Observatoire de Paris, Bruno Guillet qui est un astronome amateur
et qui connaît bien le fonctionnement des télescopes unistellaires, hein, qui est monté bien sûr à bord de cette campagne d'observation. Arnaud Leroy, ici présent, toujours fidèle, et puis Milan Maximovic, vice-président de l'AFA. Et les observations ont commencé, donc vous voyez alors ici des vidéos qui sont assez esthétiques finalement, on voit la petite comète se promener, hein. C'est pas une vidéo qu'on demandait aux observateurs de produire, mais bon, pour les soucis de cette présentation, j'ai sélectionné ce qui était le plus visuel. Voilà, Cédric, le 8 septembre, on la voit défiler dans un UV-scope le 1er octobre par Patrice. Vous voyez, elle n'est pas très très brillante, mais elle est bien discernable. Et puis Gérard Harlick, le 5 octobre, ici, nous a fait une timelapse également. Donc c'est un peu à ce genre d'image, voire encore moins évidente en termes de luminosité de la comète qu'on a dû travailler, et que c'est sur ce type d'image que les observateurs ont dû faire leurs petites mesures de photométrie. Voilà, ça c'est notre photo de la comète vue depuis Paris Intramuros, qu'on a faite avec Jocelyn Desmar le 23 septembre, donc un petit peu avant le pic de luminosité. Hein. Le pic de luminosité était attendu dans les premiers jours d'octobre, pour montrer qu'il est possible de voir, il était possible de voir la comète dans Paris. Je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs là sur le GIF animé à gauche. Donc elle est en bas à gauche, voilà, difficilement, mais suffisant. Il y avait un peu de nuages en plus ce soir-là, donc pollution lumineuse plus nuages sur un objet diffus comme une comète, c'est pas évident. Mais suffisant en fait pour faire une mesure de photométrie et faire une petite contribution à l'expérience. Et d'ailleurs, à droite, vous voyez là je vous parlerai du logiciel en question utilisé que j'ai identifié avec une mesure de magnitude 11 à cette date que j'ai pu faire grâce à une des deux photos du GIF à gauche. Alors, le principe de base de la photométrie d'ouverture, hein, donc cette présentation, c'est vraiment photométrie d'ouverture 101, hein, c'est l'introduction. Donc désolé si vous savez déjà ces choses-là, mais c'est utile toujours utile de les rappeler. Donc la photométrie d'ouverture, le principe c'est de mesurer la quantité de lumière émanant de l'objet qui nous intéresse, celui au centre du cercle à gauche, centre du cercle jaune, en soustrayant le signal du fond du ciel qui lui est mesuré dans l'anneau externe à droite, à la quantité de photons qui sont présentes dans le cercle central. Donc on fait tout simplement quantité de lumière qu'il y a dans le cercle central moins quantité de lumière qu'il y a dans l'anneau externe, et ça vous donne donc une estimation de la luminosité du corps central. Voilà, j'ai dans le souci qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui participent et qui ne prennent pas peur à l'utilisation d'un logiciel qui serait trop complexe. Il y a pas mal de logiciels, quand on les découvre la première fois, qui sont géniaux, qui savent faire plein de choses, mais il faut pouvoir trouver la chose spécifique qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Et ça, c'est souvent fastidieux. On peut se casser les dents dessus et en fait, tout simplement se décourager. Donc, j'étais content de trouver en fait ce logiciel qui s'appelle Astrolabe Stellar, dont je vais essayer de vous faire une démonstration en direct, et qui en fait répondait aux critères que je recherchais. Donc c'est l'université de John Moores à Liverpool qui le met à disposition sur internet, et qui permet de faire de la photométrie d'ouverture, et que ça, et de manière très, très, très sommaire. Donc on va essayer de faire une petite démonstration ensemble pour vous montrer en fait concrètement les consignes que j'ai données à la communauté de participants, et essayer de démontrer, sauf que si ça plante pas en direct, que c'était rapide et pas si compliqué que ça. Alors, donc, j'ai pris une photo de comète ici, donc on ne la voit pas, ça apparaît pas encore en grand, ok, exactement, voilà. Donc la première étape est de sélectionner donc, une photo de la comète, ici on ne la voit pas, d'afficher, ouais, alors j'ai mon petit système d'enregistrement qui va mettre le bazar, voilà, d'afficher, de resserrer les histogrammes pour la faire apparaître. Donc là on fait que changer à quoi ressemble l'image, hein. On ne change pas l'information qu'il y a dans l'image.
Et on voit en fait la comète ici apparaître au centre. Elle est diffuse. Mais on la distingue, on voit un petit peu sa coma qui s'étend et qui se dissipe ensuite dans le fond du signal. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Et à partir de là, on peut mesurer l'éclat. On rajoute une cible. Alors là, elle est bleue, on va pas bien la voir, donc je vais la changer de couleur. On va prendre verte. Dont on augmente la taille. Voilà, on positionne sa petite mire autour de la zone qui nous intéresse. Alors, comme si vous étiez présent lors de la présentation de Nicolas Biver aujourd'hui, vous avez déjà vu ce genre de visuel. On essaie de placer sa mire centrale sur toute l'étendue visible de la coma. Voilà, il y a une petite étoile à l'intérieur, mais bon, si elle n'est pas trop brillante, ça ne va pas trop fausser la mesure. Et on éloigne bien l'anneau externe pour qu'il soit bien en dehors de la coma et mesure bien le fond du ciel et pas des résidus de coma qui pourraient fausser la mesure. Ici, on peut rentrer des valeurs en fait arbitraires parce qu'on va utiliser une étoile de référence pour faire notre photométrie d'ouverture et qui sera entachée, auquel s'appliqueront les mêmes paramètres. Donc finalement, peu importe le temps d'exposition, le gain de la caméra et ce qu'on appelle le point zéro de la magnitude instrumentale. Et ça ouvre une ligne ici, au bout de laquelle il y a la magnitude instrumentale, c'est cette valeur qui nous intéresse. Alors, je vais devoir sortir de ma présentation ici. Donc, hop, voilà, j'avais pas trop... Donc, 40.2616, on note cette valeur dans le tableur Excel. Ici, magnitude instru comète 40.2616. Voilà. Et maintenant, il va s'agir de mesurer la magnitude instrumentale d'une étoile de référence. Hein, la photométrie d'ouverture fonctionne avec des étoiles de référence. Et pour ça, donc, il faut, ce que j'ai proposé de faire, c'est d'ouvrir Stellarium, d'aller chercher la comète. C'est pour ça qu'il y avait le tuto « Ajouter la comète dans Stellarium ». Alors, il faut l'afficher à la date de la prise de vue qui était en fait, voilà, que j'ai demandé à chaque observateur de bien noter, bien sûr, c'est important. Donc, on va essayer de retenir ça. Donc, ça va faire 5h52 et 3 secondes en temps local. Alors, le 10 2023, voilà, à 5h du matin. On avait dit 52 minutes, c'est bien ça? Et 3 secondes, alors il faut que j'arrête le défilement du temps. 3 secondes. Voilà, et Hartley 2 est ici. Du coup, c'est repassé au 11, pas attention. C'est repassé au 11. Ah, merci, c'est gentil. Ok, c'était repassé au 11. Et donc là, on a Hartley 2 ici représenté. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est que je puisse afficher à droite ça et afficher à gauche l'image. Super. Donc là, tout le jeu est de savoir reconnaître le champ. Ça, c'est le petit exercice. Ça peut être un petit peu difficile. Est-ce qu'on peut y arriver ici? Il y a les trois étoiles ici qui nous aident, celles-ci, hein, c'est ça? Elles sont en haut, ok. Alors, on va inverser, voilà, inverser 2 fois, CTRL-SHIFT-V, CTRL-SHIFT-H. Voilà, et donc là, on se retrouve dans une situation qui est proche, il y a juste une légère rotation, les 3 étoiles ici sont également là. Et puis on reconnaît bien le champ, on voit cette étoile là par exemple, ici, elle pourrait nous servir de magnitude à condition de ne pas saturer, donc ça il faut, là elle paraît très rouge, mais il faut regarder à gauche pixel value, voir si la valeur maximale est atteinte. Donc ça n'est pas le cas dans ce cas-là, je vous rassure. Donc on va se dire, on va prendre cette étoile en étoile de référence ici, vous la voyez? Donc je reviens sur Astrolabe Stellar. On va rajouter une target, qui sera la target de notre référence. Donc là, on peut la rendre plus petite. Hop. Aller chercher la photométrie de l'étoile. On va bien la centrer. Alors, est-ce que j'y arrive? On peut la prendre plus petite. Voilà. Hop, comme ça, c'est très bien. Et ça nous a fait apparaître une deuxième ligne dans l'onglet Results. Vous voyez la mire verte
avec le numéro 1, la mire bleue avec le numéro 2, et une autre valeur de magnitude instrumentale, hein, qui est assez proche. Donc 40.5042, je me la note ici. 40.5042. Voilà. Et on connaît, grâce au catalogue d'étoiles qu'utilise Stellarium, la magnitude réelle de l'étoile de référence, ici, 11.30. Voilà. Et là, en fait, un des seuls calculs qu'il y a à faire, enfin, la démarche repose sur le fait que l'écart de magnitude instrumentale, l'écart entre les deux magnitudes instrumentales est le même que l'écart entre les magnitudes réelles. Donc, on va faire 40.2616 moins 40.5042. Ça nous fait donc moins 0,2426. Donc on va du coup rajouter à 11.30. Et ça fait 11.057,4. Donc on va garder seulement... Alors je ne sais pas s'il a gardé... on va garder un seul chiffre significatif après la virgule. 11.11. Et voilà, vous avez votre estimation de la comète. C'est ça que j'ai demandé de faire aux participants. De nous fournir l'erreur sur la mesure. Donc il y avait une petite consigne supplémentaire. Alors, il faut que je retrouve mes moutons. PowerPoint. On est donc ici. Voilà, super. Et là, moi, je dois afficher ça sur mon écran. Voilà, c'est bon. On est sur les rails. Donc, de faire cette petite mesure, donc qui est bien sûr est entachée d'incertitude. Hein. Enfin, c'est pas une mesure aussi précise que vont les faire les astrophysiciens. Encore une fois, Nicolas Biver a présenté toutes les petites erreurs, les petits biais qui peuvent survenir sur le chemin d'une mesure à la photométrie d'ouverture. Mais néanmoins, c'est une mesure, et avec un grand nombre de mesures données, les incertitudes peuvent être compensées par le fait qu'on ait énormément de données. C'est un peu la philosophie de l'affaire. Et voilà. Et donc, dans ce rapport d'observation demandé aux participants et à remplir en quelques clics vraiment sur le site de l'AFA, je demandais donc la date et l'heure, la magnitude, l'incertitude avec une petite consigne sur comment la calculer. Et dans un second temps, on a réalisé qu'il nous fallait aussi le diamètre angulaire, c'est-à-dire la taille du cercle central utilisé sur la mire autour de la comète. Du 1er septembre au 9 janvier 2024, 1er septembre 2023 au 9 janvier 2024, on a eu, c'est la plage temporelle sur laquelle s'est étendu l'ensemble des mesures reçues, et j'ai fait le point sur la participation, et elle a été assez satisfaisante sur cette campagne d'observation. Via le formulaire pour remplir son rapport d'observation sur le site de l'AFA, on a reçu 142 rapports d'observation de la part de 45 observateurs distincts. Côté Unistellar, donc qui eux ont leur système de retour de données à eux, hein, donc quand vous utilisez un EVScope, ensuite vous téléchargez vos données et ça arrive sur les serveurs d'un laboratoire qui, je crois, est à l'Institut SETI en Californie. Il y a eu 121 mesures de la part de 48 observateurs. Alors des observateurs qui avaient entendu parler de ma campagne d'observation et d'autres qui avaient spontanément en fait observé Hartley 2 parce qu'elle faisait partie des cibles scientifiques d'intérêt chez Unistellar. Donc ça fait un total de 263 mesures de la part de 93 observateurs pour cette campagne d'observation. Vous les voyez répartis en France, donc ça ce sont les rapports d'observation de l'AFA. On a eu également une observation depuis la Tunisie et 3 en remote depuis le Chili. Voilà, ça c'est dans le monde. Vous voyez qu'il y a quelques Américains et Japonais qui ont pas forcément entendu parler de l'AFA, mais ils ont participé sans le savoir. Donc on a inclus leurs données. Petite mention aux plus grands contributeurs côté AFA, Gérard avec 25 mesures, Jean-Paul avec 12 et David avec 11. Et puis côté Unistellar, j'ai pas toutes les données, mais je sais que Fabrice en a fourni 22, ce qui fait peut-être de lui le plus grand contributeur. Alors, voilà, j'ai un peu spoilé, j'allais faire un roulement de tambour. Donc j'ai mis tout ça tout simplement dans un tableur Excel pour tracer une courbe de lumière, donc luminosité de la comète en fonction de la date, et j'ai obtenu ça. Voilà, un joli nuage de points. Donc
avec beaucoup de mesures avant, voilà, pendant la montée de la comète, et moins de mesures pendant la descente de la luminosité. Pour deux raisons, parce que la météo s'est avérée plus maussade en octobre, et j'ai été un petit peu absent aussi, voilà, un petit peu occupé ailleurs avec la naissance de ma fille à cette période-là, avec des congés. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise où il faut remotiver les troupes tout le temps, et qui gagnent à avoir un coordinateur ou une coordinatrice qui fasse ça à temps plein. Bon, quand j'ai vu ça, moi j'ai fait oulala. On a quand même à une même date des mesures qui vont de magnitude 15 à magnitude 9. Donc ça fait un nuage de points quand même très dispersé. Ça fait, voilà, donc dans l'exemple que j'ai donné, 6 magnitudes de différence, c'est énorme, c'est astronomique. Donc voilà, ça peut être assez décourageant, mais finalement, non, ça s'est avéré utile et vous allez voir pourquoi. Alors, ce nuage de points, il est inclus dans un lot de données encore plus grand qui m'a été fourni donc, par Ariel Grajkowski, qui est devenue en fait la responsable scientifique, enfin en tout cas celle qui a entrepris d'analyser les données, et un petit peu la scientifique en chef de cette expérience, avec bien sûr la participation de Nicolas Biver, avec qui on a fait des réunions communes, donc qui travaille à l'Institut SETI et qui utilise les données qui parviennent des télescopes unistellaires. Elle a également inclus sur la courbe de lumière les données de COBS, la Comet Observer Database. C'est vraiment un site de référence où plein d'observateurs de comètes du monde entier mettent leurs observations de mesure et leurs estimations de magnitude. Donc vous voyez les points blancs, c'est ça. Les points verts, donc ceux de la FA, avec des barres d'incertitude pour celles et ceux qui ont fourni une erreur sur la mesure, et puis les points d'unistellar. Alors, la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle il y a une grande dispersion dans les données AFA, c'est que j'avais pas demandé à fournir le diamètre angulaire de chaque mesure. Et en fait, de ce diamètre angulaire dépend. Enfin, les mesures dépendent énormément, la magnitude dépend énormément de ce diamètre angulaire. La tendance globale, c'est de le faire trop petit, donc de ne pas prendre assez de signal dans le centre, et donc de sous-estimer la magnitude de la comète. Et c'est pour ça que finalement, ce qui intéresse les scientifiques, si je reviens sur le slide précédent, souvent c'est la crête, en fait, la crête de ces courbes. Vous voyez vraiment le haut de la courbe, parce que la tendance globale est que toutes les mesures qui seront en dessous ont sous-estimé le signal. Donc, il a fallu en fait, revoir un petit peu les consignes données aux participants et essayer de récupérer cette information. Ou bien, parce que c'était plus simple, refaire une analyse soi-même avec quelques personnes disponibles et motivées. Donc on s'est mis au boulot, on s'est retroussé les manches au printemps 2024 pour refaire une analyse, sauf que j'avais voulu faire le plus simple possible et le moins lourd pour moi. J'avais pas demandé d'envoyer la photo, la photo brute de chacun. Les gens ne donnaient que les informations sommaires qui sont la magnitude, la date et l'incertitude. Donc il a fallu partir à la pêche au RAW, aux images brutes, et 84 images brutes ont été retrouvées sur 143 par retour de mail. Et on a réanalysé ça, donc je disais un sous-groupe d'entre nous, donc je remercie particulièrement David Chiron, Bruno Guillet et moi-même, qui avons refait un passage d'analyse. Cette fois-ci, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran, on a utilisé 3 étoiles de référence, parce que si vous en utilisez qu'une seule, elle peut être bleue, elle peut être rouge, elle peut être variable, donc vous pouvez avoir une mesure faussée. En prendre 3 différentes permet, en faisant une moyenne, ensuite sur les 3 mesures que vous obtiendrez, de vous prémunir un petit peu de ces sources d'erreurs. Et j'ai rendu à Ariel Grajkowski, pour chacune des 84 images données, 3 informations, la magnitude, la date et le diamètre angulaire, avec toujours l'erreur, pour avoir une barre d'erreur. Voici les résultats, où ils en sont actuellement, et c'est la totalité des choses, donc c'est toujours aussi confus, ça a toujours cette apparence aussi confuse. Ça, c'est avant correction par le diamètre angulaire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ariel Grajkowski ? Elle a pris le profil, elle a pris la variation de la taille de la coma en fonction tout au long de ces mêmes dates.
Donc la taille de la coma vue depuis la Terre a grandi et puis a diminué. Et elle a appliqué une loi de décroissance en 1 sur R2. Donc si vous partez du centre de la comète et que vous vous éloignez de son noyau, la quantité de lumière a tendance à baisser en 1 sur R2, R étant le rayon au centre de la comète. Donc à partir de ces deux données, elle a normalisé les données que l'AFA que je lui avais fournies. Et donc on voit là, sur ce graphique, vous voyez la légende en bas à droite, il y a AFA tout court, c'est en bleu clair, et AFA aperture corrected, donc corrigé par l'ouverture, par le diamètre angulaire de l'ouverture. Et vous voyez qu'en fait le nuage de points s'est quand même resserré. On a des points bleus qui sont quand même plus condensés en ordonnées par rapport aux points blancs. Donc quelque chose de très encourageant. Et d'ailleurs, notre nuage de points AFA, c'est plus resserré que le nuage de points unistellaires qui a subi la même correction. Alors, je vous ai dit, et là ça va être le résultat vraiment marquant de cette campagne d'observation et qui dit qu'en fait c'est un succès, cette campagne d'observation, c'est que la comète, elle a été bien observée à chacun de ses passages proches de la Terre depuis sa découverte. Donc elle a été découverte en 86. En 91, on a eu une courbe de lumière. En 97, une autre courbe de lumière. 2010, elle était très proche, vous voyez. Donc elle a brillé très fort, hein, elle est passée presque jusqu'à magnitude 4. Visible à l'œil nu dans certains, sous un bon ciel. Et en 2023. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça court pas les rues, les comètes qu'on peut suivre régulièrement et qui sont suffisamment proches et brillantes pour que beaucoup d'observations soient réalisées. Et qui en plus, ça court pas du tout les rues, enfin c'est rarissime, qui ont été survolés par une sonde spatiale, donc on connaît les caractéristiques du noyau, sa taille en particulier. À chacun des passages, elle est passée plus ou moins proche de la Terre, donc ça change bien sûr sa magnitude apparente depuis la Terre. En corrigeant la magnitude apparente, en corrigeant ces valeurs de la distance à la Terre et de la distance au Soleil pour la comète, on obtient ça. Donc on obtient des courbes de lumière qui sont de moins en moins hautes sur ce graphique, donc une décroissance de luminosité de la comète qui va de pair avec une décroissance d'activité. Donc la comète libère de moins en moins de matière à chacun de ses passages. Elle est en train de s'éteindre petit à petit. C'est une comète hyperactive qui devient de moins en moins active. Voilà, c'est comme l'être humain finalement. Ou comme un chat. Les comètes sont comme les chats, il y a ce proverbe connu, elles ont une queue et n'en font qu'à leur tête. Un chaton est bien plus hyperactif qu'un chat qui, passé un certain âge, aime plutôt aller ronronner au coin du feu. Voilà, ça c'est la même chose que je vous ai expliqué sur un graphe où c'est superposé. Une hyperactive qui se calme à chacun de ses passages. Et c'est une découverte qui, comme toute découverte, mérite d'être publiée. Alors, la première publication a eu lieu dans Ciel et Espace. J'ai le hors-série dans mon sac. Le hors-série sur les comètes qu'on a publié, qu'on a rédigé l'an dernier, avec un article de 2 pages qui raconte toute cette histoire et qui fait référence au chat d'ailleurs. Et Nicolas, tu as été présent aux réunions là, pendant toute l'analyse des données, et tu m'as dit cette chose intéressante que j'ai sélectionnée pour l'article, dans Ciel et Espace. 103P pourrait devenir un archétype de comète dont l'activité chute d'un passage à l'autre, un processus déjà remarqué avec Encke, connu depuis 1786, qui a perdu 4 magnitudes en 3 siècles, mais la taille d'Encke est mal connue, car elle n'a pas reçu la visite d'une mission spatiale. Donc on a ce nouveau modèle cométaire qui se dessine, donc qui s'étoffe en tout cas grâce à Hartley 2. En termes de conférences et publications cette fois-ci académiques, c'est-à-dire pas dans la presse, pas chez Ciel et Espace. Je vous rapporte ce qui a occupé Ariel Grajkowski ces dernières semaines et dans les prochaines semaines. Donc elle a présenté vos résultats à la conférence DPS, la 56e, Division of Planetary Science of AAS.
qui est en fait une des conférences majeures dans ces domaines de planétologie, de planetary science, de sciences planétaires. C'était le 6 au 10 octobre 2024 à Boise, ou Boise, dans l'Idaho. Et était présent un autre spécialiste des comètes ce jour-là, qui s'appelle Dave Schleicher de l'Observatory de Lowell, avec qui Ariel a eu des discussions, parce que lui a mené son expérience de son côté plutôt sur une question de... Alors je m'étais fait une note. Une question de... Tu sais, ouais. Production de OH et fait Ouais. Voilà, donc avec caractérisation des éléments chimiques du dégazage. Okay. Voilà, donc elle m'a dit Dave was very excited to see our results, donc il était très enthousiaste à l'idée de nos résultats et impressionné par la quantité de données qu'on a réussi à collecter sur une seule apparition de la comète. Dans quelques semaines, donc du 9 au 13 décembre 2024, ces résultats seront de nouveau présentés par Ariel à Washington à l'AGU de 2024, donc qui est aussi une grosse conférence sur le domaine, et l'ambition qu'on s'était fixée au début d'ailleurs, hein, quand j'ai lancé la campagne d'observation, on s'était dit on veut publier, on veut que ce soit dans une revue scientifique, et l'objectif, enfin dans les semaines à venir, est d'écrire un article à paraître dans Planetary Science Journal, le PSG, qui est un journal en open access, en libre accès, à comité de lecture. Voilà, donc sur ces bonnes nouvelles réjouissantes et le succès de cette campagne, je tenais à remercier tous les participants qui y ont contribué. Merci à vous. Et ça termine maintenant. Oh, 3 mois.